Vous êtes prêts? Bonjour François-Louis. Bonjour François-Xavier, enchanté. François-Xavier avec ma BMW 30 CS pour point de corde. Tout à fait, aujourd'hui on embarque dans la BMW de François-Xavier donc pour un tournage. On part de Porte d'Auteuil, on va aller dans le bois de Boulogne pour se balader, découvrir un petit peu ce véhicule d'exception qui est derrière nous. Une très belle voiture des années 70, début des années 70 qu'on va découvrir ensemble. On y va. François-Xavier, dis-nous tout. Pourquoi cette BMW 30 CS? Dis-nous tout. Eh bien, c'est une voiture qui me faisait rêver. J'ai le père d'un bon copain qui a fait de la course en 30 CSL et j'ai toujours admiré cette auto. Et donc du coup, un jour, je me suis mis, j'aimerais bien en avoir une. Et puis, les prix étaient assez chers. Et puis, j'ai rôdé, j'ai regardé. Et un jour, j'en ai vu une abandonnée dans un parking à Levallois, à travers une petite entrée de parking. Et je me suis dit, là. Et puis, je l'ai regardée pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Et je me dis, mais à qui elle est cette voiture qui ne bouge pas? Et puis, je me suis mis en tête de retrouver le propriétaire. Alors, j'ai entendu que la porte du parking s'ouvre. Je me suis approché de la voiture. J'ai noté l'immatriculation, le certificat d'assurance. La porte était ouverte. Et j'ai vu le nom du type dans la boîte à gants. Alors, j'ai commencé à chercher sur Internet. Et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à retrouver le propriétaire. Et donc du coup, j'appelle le propriétaire qui était un vieux monsieur, il l'avait eu neuve. Il avait d'abord travaillé en Allemagne avec, puis il était allé en Angleterre avec, et puis il était revenu en France pendant une douzaine d'années. Et puis pour des raisons professionnelles, il avait dû partir à Dubaï. Sauf qu'à Dubaï, il n'avait pas pu importer la voiture. Et la voiture est restée garée dans un parking depuis. Et j'arrive à me mettre en contact avec le propriétaire qui me dit d'accord, pour que vous la rachetiez, je serais ravi que vous la vendiez. Et 2 jours avant que je vienne chercher la voiture, la personne qui s'occupait de la voiture l'avait vendue à quelqu'un d'autre, pensant que c'était moi. Et là, j'étais désespéré. Mais alors, on aurait eu l'impression qu'il m'était arrivé un drame. Et je me dis, je vais quand même essayer d'appeler la personne qui l'a racheté. J'appelle la personne, je dis voilà, j'étais intéressé par la BMW. Il me dit non, moi c'est trop tard, j'ai déjà démonté, c'est pour la pièce. C'est bête, je vous l'aurais payé quand même un certain prix. À l'époque, c'était pas très cher, mais je lui avais dit un peu au flanc, je vous en aurais donné 3 000 €. Et le type me dit non, désolé. On raccroche. Je suis un peu dégoûté, devant mes potes, je suis dégoûté. Et 2 heures après, le téléphone sonne. Il me dit, vous m'avez dit 3 000 €, si vous voulez, j'ai démonté 2-3 trucs sur la voiture, vous pouvez venir la voir. On part avec une dépanneuse parce qu'on savait qu'elle roulait pas. Et on arrive dans un terrain où la voiture était là, un peu dépouillée, il manquait plein de choses dessus. Et j'ai acheté la voiture. Je me suis retrouvé avec cette auto à restaurer puisqu'il manquait les étriers de frein, il n'y avait plus d'échappement, il y avait 2-3 trucs dans le... en fait, il s'en était servi pour en refaire une autre. Et donc je l'ai acheté, j'ai réussi avec le propriétaire à refaire la carte grise, j'ai pu racheter une clé chez BMW, et puis j'ai remis petit à petit avec la complicité d'un copain qui a un gros garage et qui fait de la pièce BMW d'occasion. Il m'a donné 2-3 trucs pour que je puisse quand même faire rouler la voiture, ils m'ont aidé à réparer la boîte de vitesse. Et donc voilà. Et donc c'était il y a maintenant plus de 10 ans. Et c'est une voiture qui marche bien maintenant. Et c'est aujourd'hui une voiture qui est fiable et qui part par tout temps puisque je l'ai utilisée sur des très longs trajets. On est sur une petite bombe sportive quand même, je veux dire, c'est un 6 cylindres, on a quand même pas mal de chevaux. Ça fonctionne comment C'est plus une GT qu'une sportive, donc c'est plutôt une philosophie confort. Il y a quand même 200 chevaux. Alors pas 200 chevaux exactement, la mienne fait 180, mais avec un allumeur électronique, elle doit faire un petit peu plus. Maintenant, c'est une auto très facile à conduire, c'est une auto très moderne, elle est équipée d'une direction assistée, de vitres électriques, ça freine bien puisqu'il y a quand même des étriers à 4 pistons à l'avant et des freins à disque à l'arrière, ce qui était peu commun en 73. Absolument. Donc c'était vraiment une voiture très haut de gamme, la finition est digne d'un bateau Riva. Le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la fiabilité d'une voiture allemande et la beauté et la corrosion d'une italienne. C'est des autos qu'on peut encore entretenir soi-même. À part les grosses opérations de châssis ou de mécanique, tout l'entretien peut se faire soi-même. C'est-à-dire que c'est une auto, vous pouvez la vidanger vous-même. Il n'y a pas besoin d'informatique, il y a très peu d'électronique, voire quasiment pas. Une vidange, un filtre à huile, des filtres à air, vous pouvez le faire. En revanche, il faut quand même une petite compétence pour régler les carbus. Mais grâce à Internet, on apprend très bien. On peut tout avoir. Et donc aujourd'hui, on a une base de connaissances qui est infinie. Et même pour les novices ou pour les gens qui ont des toutes petites notions, en se documentant bien en amont, on peut quasiment faire
tout son entretien à soi-même, ce qui est mon cas, puisque cette voiture va très rarement chez le garagiste, et c'est moi qui l'entretiens, et ça fait partie de la passion. C'est aussi de sublimer, d'entretenir, de préserver le véhicule. Ce qui est fabuleux, et ce qui n'arrive pas souvent quand on achète une voiture, quand j'ai soulevé la roue de secours, il y avait tout l'historique d'entretien de la voiture du premier propriétaire. Donc j'avais ça de documents, d'entretien, les anciennes vignettes, les anciennes assurances. Wow. Et en 2000, il avait fait une réfection moteur assez avancée, ce qui fait que le moteur est en très bonne santé. Et la voiture a toujours été choyée, c'était son unique auto, et le type en prenait soin. Et tous les 2 ans, il l'emmenait en Allemagne pour une très très grosse révision. Il y avait un garage spécialisé BMW allemand, je ne sais pas s'il existe toujours, parce que maintenant on parle de choses qui ont 30 ans, mais qui lui faisait un tour complet de la voiture, qui vérifiait tout, et avec des factures impressionnantes. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui m'a dit qui te contraignent un peu, la boîte notamment. Une boîte trop courte. Ouais, alors... il n'y a que 4 rapports, or le moteur a tellement de coffre, de puissance, et le réseau routier ayant changé ces dernières années, il y a beaucoup fait plus d'autoroutes, c'est vrai que ça manque cruellement d'une 5e vitesse. Alors ça n'a jamais existé d'origine, mais l'avantage chez BMW, c'est que la conception même des autos font que c'est à des Lego, et donc en raccourcissant un peu l'arbre de transmission, on peut monter sans trop de problème une boîte 5 vitesses. Okay. Et ça permet à la voiture de tourner beaucoup plus bas sur autoroute, et c'est très agréable parce que ça a énormément de couple du fait que ce soit un 3 litres. Mais c'est une voiture d'une époque où les gens roulaient très vite, hein, donc ça devait envoyer, voilà. Et puis c'était aussi un très gros signe extérieur de richesse dans les années 70 de posséder un véhicule qui valait le prix d'un pavillon de banlieue. Donc ouais, une voiture qui est connue en fait, parce qu'elle a tourné dans des séries, notamment sur Netflix, tu disais. Pour financer un peu ma passion automobile, puisque j'ai quelques véhicules, et j'ai la bonne trouvaille, c'est de les louer pour les films ou divers événements. Et notamment celle-ci était la voiture de l'avocat de Bernard Tapie dans la série. On l'aperçoit, c'est fugace, hein. C'est-à-dire que si je te dis pas que c'est ma voiture, voilà. Mais moi je sais que c'est la mienne, donc on la voit. Et puis j'ai pas mal d'autos qui ont fait des films sur France 2, sur ma Renault 25 et ma 323i sont dans le dernier film de Mélanie Laurent qui est actuellement sur Amazon. Mais c'est évident, quand tu tournes un film des années 80, il faut une rue complète de voitures des années 80. Absolument. Et donc tout ce qui est entre 75 et 80 sont admissibles, puisque voilà, il n'y a pas que des voitures de l'année en cours du film. Bien sûr. Et donc du coup, je fais partie d'une petite équipe. J'ai un copain qui souvent m'appelle, il me dit voilà, sur tel film, on a besoin de 3-4 bagnoles. Alors des voitures qu'on aurait pu croiser dans la rue en 84 par exemple. Et il n'y a pas longtemps, dans le cadre d'un film qui va s'appeler L'inconnu de la Grande Arche, je crois, qui a été tourné il y a 3 mois, et ils avaient bloqué les Champs-Élysées avec une quarantaine de voitures des années 80. Et donc on a tourné en rond pendant 2 heures, le temps que les acteurs, eux, jouent leur texte, leur prise, mais dans le fond derrière il y a des voitures anciennes qui tournent. Ça c'est fabuleux. Et on retrouve il y a des passants qui ont filmé, qui ont mis ça en ligne. Et donc effectivement, moi j'étais venu avec 2 voitures et un copain, et t'en as qui étaient venus avec toute leur collection de voitures, et ça rémunère pas mal, on va dire. Hein. Ça permet d'entretenir la passion sans se mettre trop à découvert. La passion, c'est un prix, alors ok, on investit, on a quelque chose, mais comme on n'est pas vendeur, cet argent-là on le récupère pas. Et donc le fait d'avoir la voiture qui, entre guillemets, génère un petit revenu, pour des collectionneurs modestes, c'est vachement intéressant. Plaisir. Et ça permet aussi d'entretenir à grands frais des voitures qui n'ont pas forcément cette valeur. Une Renault 25, ça doit valoir 3-4 000 balles, mais je pars du principe que tout l'argent que la voiture gagne, je le réinvestis dedans, donc pour lui mettre des pièces neuves, pour la faire repeindre, pour que le moteur fonctionne bien. Donc voilà, c'est vraiment un mode d'auto en financement de la voiture. Les véhicules de rêve, par définition, sont ceux que j'ai. Ce que j'ai rêvé les avoir. Non, je ne changerai pas ma voiture. Et je l'aime trop celle-ci. Si je la vendais, c'est vraiment pour une raison économique, parce que voilà, dans la vie on peut tous connaître des coups durs. Absolument. Mais j'ai pas vocation à la vendre, j'ai pas vocation à l'échanger, j'ai vocation à la garder le plus longtemps que j'arriverai à la garder. Voilà, parce que c'est évidemment les voitures, c'est un certain coût. Dans la vie on peut connaître des revers, pour l'instant je m'en sors pas trop mal. Et j'ai 2 voitures comme ça que je garderai ad vitam aeternam. Celle-ci et mon cabriolet 320i E36 que j'ai depuis plus de 20 ans. Qui est une auto qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Qui sont des voitures de cœur. Voilà, ce sont des voitures, c'est pas spécialement leur valeur. Hein. Alors j'ai pas d'itinéraire préféré dans la mesure où je la sors pas pour la rouler, je la sors pour me déplacer. C'est-à-dire qu'en gros, je l'utilise pour aller d'un point A à un point B, je l'utilise pas pour aller me balader à droite à gauche et parader. C'est vraiment une auto que je prends quand je vais bosser ou quand je pars en week-end ou quand je veux voir des potes, quoi. C'est pas vraiment, je me dis pas je vais la sortir, faire une boucle un peu comme le type qui va faire sa balade en vélo, quoi.
Non, je suis vraiment plutôt sur une utilisation d'un point A à un point B. Donc c'est vraiment une voiture que tu utilises tous les... Donc c'est un daily. Ouais, ça peut être. Alors, je l'utilise pas tous les jours, mais quand je l'utilise comme une voiture normale. Est-ce que cette voiture, elle est nourrie d'anecdotes particulières? Bah, toutes les autos sont nourries d'anecdotes parce que toutes, elles nous font des petits coups, toutes, on a fait des grands voyages avec, toutes, on est tombé à un moment en panne sans le vouloir. Alors, parfois en panne parce qu'on a commis soi-même une erreur ou parce que la mécanique, à un moment, vous dit bon, bah voilà, j'ai 50 ans, à un moment, soit faut m'aider ou faut me laisser tranquille, quoi. Mais ouais, des anecdotes, j'en ai plein. Je suis parti en Suisse avec, je suis parti en Espagne. En Suisse, je suis tombé en panne d'alternateur. C'est-à-dire que j'arrive en haut d'un col de montagne et je me rends compte que le voyant rouge s'allume, que tout est faiblard et je me dis comment je vais faire. Et j'appelle un copain mécano, Robert, à distance, qui me dit ça doit être tes charbons d'alternateur. Je redescends quasiment au point mort dans la vallée, je trouve un magasin de pièces mécaniques qui n'a pas d'alternateur pour ce véhicule et le type me vend des charbons d'un autre alternateur, un Suisse, un fer à souder et de l'étain. Et je me mets dans son atelier à essayer de réparer mon alternateur. Et la réparation a tenu puisque je suis rentré à Paris avec. Pas mal. Alors, et j'avais jamais soudé un alternateur de ma vie. Les charbons sautaient, les ressorts ça allait pas. J'ai recommencé 20 fois. J'avais mal aux doigts, je me brûlais avec le fer à souder. Mais j'avais pas le choix. Mais elle est repartie. Elle m'a ramené à bon port. Et au final, à part quelques petits coups de Trafalgar quand un petit carbus désynchronise ou quand un truc va pas, elle m'a jamais laissé vraiment en rade sur le bord de la route. BM, excuse-moi de te le dire, hein, mais tu le sais tout aussi bien que moi, c'est une marque qui peut vite faire un peu kéké. Ouais. On est sur une marque, tu me disais toi-même, toutes mes BM font un peu kéké, celle-ci c'est la seule qui n'a pas une allure de kéké. Alors, c'est vrai que souvent, avec Jacques Messrine, avec pas mal de choses, BMW a souvent, Depardieu, ça a souvent une connotation de voiture de voyou. Et effectivement, les séries 3, les séries 5 de l'époque ont toutes quelque chose d'un petit côté malfrat. Or, la 30 CS, CSI, eh ben, elle échappe à cette règle parce que comme elle est très belle, qu'elle est très délicate, qu'elle a un design vraiment très léché, eh ben, elle ne fait pas voiture de bandit. Et je le dis souvent, c'est la seule BM qui fait pas... alors, c'est connoté, mais qui fait pas voyou, quoi. Voilà. Elle a vraiment une allure de voiture élégante, de voiture raffinée, et de voiture de gens nobles, entre guillemets. Alors. De gens nobles. De gens nobles, voilà. Surtout de personnes qui veulent pas forcément se faire remarquer dans la rue. Parce que... Quoique c'est quand même difficile de ne pas se faire remarquer, parce que je crois peut-être que c'est la BMW que j'ai qu'on remarque le plus, non pas pour son côté malfrat, mais plutôt pour sa beauté. C'est passé. Ah, il laisse pas passer le mec. Il te colle jusqu'au dernier moment. Est-ce que c'est pas l'inconvénient d'avoir qu'un seul rétro? Alors non, parce qu'on voit très très bien en réalité. Dans cette voiture-là, il n'y a qu'un seul rétro, mais la surface vitrée est tellement omniprésente. Le rétro droite, c'est pas gênant dans la mesure où déjà l'homme peut tourner sa tête, et c'est une habitude qu'on a perdue aujourd'hui dans les voitures modernes. Mais la surface vitrée est tellement grande que finalement, quand tu tournes, tu vois aussi bien, et tu n'as pas d'angle mort. Donc tu vois tout ce qui se passe. Et tu as quand même un rétro central qui est très large, ce qui fait que là, on l'a vu nous bloquer longtemps à l'avance. Ouais. Bon là du coup on va rentrer sur la porte d'Auteuil, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu nous ferais pas une ou deux petites axelles pour qu'on ait un peu de son? Alors, vous enregistrez? Ouais, c'est normalement bon. Hugo il est prêt. Vous êtes prêts? Yes. Ça va le son? On doit être pas mal là, Ouais, on roule vite. Ah ça pousse bien, ça pousse bien. Tu noteras le confort de la voiture sur route dégradée. C'est une auto qui est très confortable. Est-ce que toutes les BM sont aussi confortables? Alors, le malheur des BM, c'est que souvent les types ont envie d'en faire des voitures de sport et mettent des suspensions qui sont des bouts de bois, mais d'origine elles sont toutes très confortables. C'est d'ailleurs entre guillemets une marque de fabrique de la marque, c'est d'avoir des autos sportives et confortables. Plus que Mercedes? Alors Mercedes, pendant très longtemps, ça faisait moins des autos sportives que BMW. Aujourd'hui, c'est plus pareil, mais il y a 50 ans, c'était plus de la berline ou du coupé très haut de gamme, très confort, quasiment type limousine Rolls, quoi. Là, les BMW, il y a toujours une connotation un peu sportive. D'ailleurs, pour posséder des BMW et des Mercedes de la même époque, les BMW sont plus sportives et les Mercedes sont plus confortables. Et d'ailleurs, BM, l'ADN BM d'aujourd'hui, toi qui es un fan de BM, bon un peu plus ancienne, mais qui est quand même un fan de BM, t'en penses quoi de cet ADN qui est tourné vers l'électrique, beaucoup bien sûr? C'est un peu l'ADN de toutes les autos aujourd'hui. Toutes elles se tournent vers l'électrique. Donc finalement, t'achètes un look et des options. Moi, je suis plus un passionné de moteur et de ligne. J'ai pas vraiment de plaisir à regarder des voitures actuelles, non pas qu'elles soient pas belles,
Mais effectivement, quand je vois les dernières autos, j'ai tendance à préférer les designs d'antan. Alors, c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Absolument. Voilà. Mais qui doit quand même être partagé par beaucoup. Ouais, par les gens qui ont la chance de pouvoir avoir des voitures anciennes ou même des gens qui ont la chance de pouvoir les aimer. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où l'automobile est un synonyme de pollution. On est assez décrié, on n'a plus le droit de rentrer à Paris, on s'arrête à l'entrée de Paris. Voilà. La voiture, elle est en train de vivre un changement d'époque. Les moyens de transport individuels, plus ou moins, selon la volonté des écologistes, et c'est probablement très bien pour la planète, se limiter. Mais voilà, moi je suis vraiment un amoureux de ces vieilles autos et je pars du principe que plus longtemps on garde son véhicule et moins on pollue. Et je pense que changer très régulièrement de voiture, c'est probablement pour quelque chose qui pollue un tout petit peu moins au moment où tu l'utilises, et c'est polluer beaucoup plus parce qu'à la fabrication et au recyclage, si tout le monde gardait son véhicule au moins 20 ans, je pense qu'il y aurait moins de pollution générée par la fabrication des véhicules et la destruction. On est de retour porte d'Auteuil, voilà, là où a commencé ce tournage. Et c'est là qu'on va le terminer avec François-Xavier. On a fait un joli tour. C'était très agréable. Merci beaucoup en tout cas pour ce tour en BM. C'était un grand plaisir de tourner avec toi, François-Xavier. Merci de nous avoir fait confiance. En espérant qu'il y en ait plein d'autres. Et on espère aussi. Et pourquoi pas une deuxième avec toi, ça sera un grand plaisir. Grand plaisir sur un autre véhicule. Et voilà. C'est ici que se termine cet épisode donc, de Point de Corde avec François-Xavier. Merci. À bientôt. Et puis on va continuer de faire vivre l'automobile parce qu'on est là pour ça. Parfait. Voilà. Allez, bonne chance. Ciao. Ciao.